Merci pour votre présence. Théma Café est dans la joie de pouvoir reprendre les événements après plusieurs mois d'arrêt. Aujourd'hui, la conférence est animée par moi-même et on a la joie d'accueillir Sébastien, qui est formateur, psychothérapeute, coach de vie. Il vous expliquera. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'amitié, le don et le pardon. Bon, vous allez voir que dans l'amitié, il y a une composante don. Et à partir du moment où j'ai pensé au don, tout de suite, j'ai pensé au pardon. Alors, une belle citation, comme d'habitude, d'Albert Camus, souvent il en fait des très très belles, sur l'amitié. Ne marche pas devant moi, je ne te suivrai peut-être pas. Ne marche pas derrière moi, je ne te guiderai peut-être pas. Marche à côté de moi et sois mon ami. Alors, le plan de ma partie. Donc je vais parler de l'amour parce qu'en fait, l'amitié est une composante, est une forme d'amour. Ensuite, bien sûr, je parlerai du don et du pardon. Et je terminerai par ce qu'est la véritable amitié. Et évidemment, c'est très exigeant. Mais pas impossible, enfin ça reste un idéal à atteindre. Donc d'abord, l'amitié est une forme d'amour. En fait, on a une grande difficulté pour définir ce qu'est l'amour. Et c'est un peu comme si on veut définir le temps, c'est très difficile. Et d'ailleurs, saint Augustin, Confession à propos du temps, il dit « Si personne ne me demande ce que c'est que le temps, je le sais, mais si on me demande de le définir, je n'y arrive pas. » Bon, l'amour, ça a été un sujet qui a été énormément traité par les êtres humains, dans la littérature, même la religion. C'est un sentiment puissant. D'ailleurs, Schopenhauer nous dit que c'est une ruse de la nature. D'ailleurs, ça nous pousse à copuler. Copuler, ça veut dire faire l'amour en vue d'avoir des enfants. Il y a différentes formes d'amour. Il y a l'amour le plus noble, c'est agapé, c'est l'amour de charité. Aimer tout le monde, bon, c'est pas évident, hein. Après, il y a l'amitié, c'est ce qu'on va voir. Les Grecs l'appellent la philia. Et ensuite, il y a ce qu'on peut appeler la passion, le coup de foudre, c'est Eros. La possession, c'est l'amour, on a envie, entre guillemets, de manger l'autre. On va voir la vision des anciens, comment les anciens ont vu l'amour. Il y a deux formes principales de l'amour des anciens, c'est ce qu'ils ont appelé Eros et justement Philia. Alors, ces deux formes d'amour, en fait, ils sont de même nature, car c'est un désir de bel objet que l'amant n'a pas, et dont le fruit de cet objet, c'est une forme d'immortalité. Alors, si on commence par Eros, Eros qu'on appelle l'amour-passion, en fait, l'objet, c'est le corps. Il y a une définition d'Eros que l'on trouve dans le banquet de Platon. C'est le fameux mythe d'Aristophane. C'est le mythe des androgynes. C'est-à-dire qu'au départ, l'humanité, c'était des êtres humains qui étaient en fin de compte constitués de deux êtres humains. Il y avait des couples homme-homme, femme-femme et homme-femme. Ils étaient très puissants et ils ont été dans l'hubris. Ils ont voulu égaler les dieux, même les dépasser, et du coup, les dieux les ont affaiblis en les coupant en deux. Et c'est comme ça qu'on se retrouve maintenant avec que des hommes, que des femmes. Voilà, que des hommes et que des femmes. Et ils expliquent ce désir, cette pulsion qui nous fait rechercher l'autre, comme cette force qui nous aide à retrouver notre moitié qui aurait été coupée. Voilà, bon, c'est symbolique, hein. D'où l'expression la recherche de l'âme sœur. Première explication du désir. Une deuxième explication du désir, toujours dans le banquet de Platon, c'est Socrate là, qui l'explique, c'est qu'en fait, cette force d'Eros, en fin de compte, elle nous pousse à contempler, à voir ce qu'est le beau. La beauté en soi, c'est l'idée du beau, c'est les fameuses idées de Platon.
Donc Eros est une force qui nous pousse vers la connaissance en fait de l'absolu, parce que c'est le beau absolu. Donc la connaissance de la perfection, du parfait, de l'être véritable. Et c'est un chemin difficile. C'est une échelle. Et on commence par connaître les corps physiques et on s'élève vers la connaissance des belles choses, etc., jusqu'à connaître le beau en soi. Alors les chrétiens, eux, ont repris cette idée et ils font de l'absolu non pas une idée, mais une personne, quelqu'un qui s'adresse aux hommes et qui dit « je ». J'ai une citation de Jésus-Christ. Justement, le parfait s'adresse à nous. « Venez à moi, vous qui avez soif, car votre soif sera étanchée. Venez à moi, vous qui avez faim, car votre faim sera rassasiée. » Nous passons à la philia, cet amour fraternel, dont l'objet, c'est plus le corps, c'est l'âme. Ce sont les anciens qui ont le plus parlé, justement, de l'amitié. Ils ont le plus écrit, parlé. Ça a commencé par Aristote, les Grecs, ensuite Cicéron, les Latins, et pour terminer, Montaigne, le XVIe siècle. Montaigne est un héritier, en fait. Et puis ensuite, le thème de l'amitié, malheureusement, est tombé en désuétude et n'a plus été vraiment traité dans la littérature philosophique comme telle, comme c'était le cas par les anciens. Alors les anciens, le terme philia était très général. L'amitié pour eux était pas seulement l'amitié sentimentale comme on le connaît. Ils parlaient d'amitié dans la famille et même entre citoyens. Et c'était très important, l'amitié, on va le voir, parce que c'était un lien de cohésion dans la cité, la police politique. Alors je vais voir quelques auteurs qui justement ont parlé de l'amitié. Alors il y a Aristote, dans son fameux livre Éthica et Nicomaque. C'est un ouvrage majeur, 340 avant Jésus-Christ. Il s'interroge, est-ce qu'un homme heureux a besoin d'amis? Eh bien, il répond oui. Citation, il dit, le rôle d'un ami, cet autre soi-même, consiste à apporter ce qu'on est incapable de se procurer soi-même. C'est-à-dire que quelqu'un qui est heureux, qui se dit heureux, bon, moi j'aime pas ce terme, je préfère la joie. En fait, par nature, il ne peut pas faire autrement que de côtoyer des humains. Il ne pourra pas se satisfaire tout seul. On le voit bien dans Robinson et Crusoe. Donc pour Aristote, les amitiés non véritables, ce sont bien sûr des amitiés par intérêt, par plaisir, des amitiés utilitaires. Les amitiés véritables, elles, ce sont des amitiés qui ne sont pas basées sur l'intérêt, justement, et qui sont basées sur la personne et sur sa vertu. Donc, vertu de bienveillance, probité, courage. Comment se comporter avec son ami? Il nous dit, eh bien, avec son ami, il faut faire ce qui est juste. Alors, juste, hein, c'est dans le sens d'ajuster. Ajuster au cosmos. Parce que le cosmos, pour les Grecs, cosmos, ça veut dire harmonieux. Un comportement juste, pour les Grecs, c'est un comportement qui est cohérent avec la nature, avec le cosmos. Ensuite, Cicéron, c'est un latin. Il a écrit sur l'amitié, en 44 avant Jésus-Christ. Il a écrit sur le rôle, la nécessité de l'amitié dans les rapports sociaux, la vie politique. Donc pour les latins, c'était aussi très important l'amitié pour la cohésion de la cité, pour les citoyens. Pour lui, pareil, une amitié non véritable, c'est une amitié qui est basée sur les besoins, les intérêts, le plaisir. Et les amitiés véritables, elles ne sont possibles qu'entre hommes vertueux, des hommes de bonne foi, intègres, généreux, sages. Alors, ce qui est important, c'est que Cicéron dit, à un ami, on doit donner librement son avis à un ami, on doit le conseiller dans la bienveillance, bien sûr, et même avec franchise, et même avec prudesse, si c'est nécessaire. L'amitié est très importante. Préférer l'amitié à tous les autres biens. C'est un bien pour la cité, hein, je répète. Ensuite, Montaigne. Alors Montaigne, hein, son grand livre, Les Essais.
Il a un chapitre consacré à l'amitié. Il a écrit en 1580, la fin du XVIe siècle. C'est une œuvre majeure qui a fait date, parce que c'est un des premiers qui a écrit en parlant de lui-même, en disant « je ». Il y en avait un qui avait fait ça plusieurs centaines d'années avant, c'est saint Augustin, dans les Confessions. Montaigne, alors sa fameuse grande citation sur l'amitié, alors je vais la lire parce qu'elle est tellement belle, je vais tout lire. Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitié, ce ne sont que des relations familières nouées par quelques circonstances ou quelque utilité. Donc il dit que les véritables... Si on a une amitié pour utilité, circonstance, ce ne sont pas des amitiés ordinaires. Dans l'amitié dont je parle, c'est-à-dire la véritable amitié, les âmes s'unissent et se fondent l'une dans l'autre dans une unité, dans une union si totale qu'elles effacent la couture qui les a jointes et ne la retrouvent plus. Et la fameuse citation, si on me demande avec insistance de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant parce que c'était lui, parce que c'était moi. Dans les essais, il décrit son amitié avec Étienne de la Boétie. Cette amitié avec lui, elle est vraiment, c'est une évidence. Elle est indicible, incommunicable. Il reste deux âmes séparées. Il n'y a pas une fusion. Il y a un maintien de l'altérité. C'est l'amitié de sa vie pour Montaigne. Il ne retrouvera jamais une amitié aussi forte. Il dit, je cite, « Nous nous cherchions avant de nous être vus ». C'est-à-dire qu'il y a le destin qui les a amenés à se rencontrer et il sera dévasté par sa mort. Et certains critiques disent que les essais sont le tombeau de la Boétie. Il a une tristesse irréparable. Pour lui, le processus de l'amitié, c'est en deux temps. Il y a d'abord un coup de foudre et ensuite il y a la décision de continuer, d'engager l'amitié. Au départ, il y a un coup de foudre, c'est l'ordre de la passion, du pathos, c'est spontané. Et ensuite, il y a cette volonté de vouloir approfondir, et c'est l'ordre de l'éthos, de l'éthique, du comportement. L'amitié, c'est une élection, bien sûr, on choisit, à la différence d'Agapé, la charité, qui est aimer tout le monde. Et dans l'amitié, il y a la confiance, le calme, la tempérance, et on fait le don de la réception de l'amitié de l'autre. Et on va le voir après dans la conclusion, cette amitié nous permet de nous élever spirituellement, d'élever spirituellement son ami, de l'accompagner et d'être son instrument. On est son instrument dans sa propre élévation. Une citation de Montaigne, « Les avertissements et les remontrances sont l'un des principaux devoirs de l'amitié. » Une vision moderne de l'amitié. Rapidement, j'aime bien cette vision de Francis Wolff. Pour lui, l'amour, il y a trois dimensions. Il y a la dimension éros, du désir, du corps, et la dimension de la passion, qui sont les états affectifs intenses, la possession, la jalousie, et la dimension amitié, qui procure la joie en présence de l'autre, la bienveillance, etc. Qu'est-ce que le don et le pardon? Qu'est-ce que le don? Alors, en fait, il faut différencier le don, justement, de l'échange. Le don, c'est la cession d'un bien, quelque chose qu'on possède, avec le renoncement d'exiger une quelconque contrepartie. Donc, on ne demande rien en retour. Dans un don, il y a des dons qui ne peuvent pas être payés en retour. Par exemple, quand on élève un enfant, on donne plein de choses et son enfant ne pourra jamais nous donner, évidemment, la réplique. Dans le don, il y a la joie du don. Jésus-Christ, toujours le grand sage, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, ce que le don n'est pas une dette,
Ce n'est pas de l'ordre de l'échange. Donc le don n'impose pas une réciproque. Le don ne doit pas être intéressé, bien sûr, hein, à la différence des actes de charité qu'on peut soupçonner, hein, par exemple au moment des indulgences, où on a acheté sa place au paradis. Actuellement, les organismes humanitaires, on peut se donner bonne conscience faisant des dons, donc ce n'est pas un vrai don. Et donner justement pour recueillir du plaisir, ça annule le don. Et Aristote dit le plaisir arrive de surcroît, mais on ne donne pas au début pour avoir du plaisir. Alors le don véritable, certains penseurs qui appellent ça le don du don. Alors le don du don, c'est quoi? C'est un don, en fait, le véritable don, c'est le don que l'on fait sans s'en apercevoir. Parce que si on s'en aperçoit, on peut avoir une autosatisfaction. Et du coup, ça annule le don. Alors, par exemple, on a une personne, et on lui dit, toi, à chaque fois que je te vois, tu m'apportes de la joie. Et la personne, elle est étonnée, et elle dit, ah bon? Elle avait fait un don, c'est-à-dire elle me rendait joyeux, mais elle ne s'en rendait pas compte. Et là, c'est le véritable don, c'est le don du don. Alors, qu'est-ce que le pardon? Étymologie du pardon, c'est comme parfait. Le préfixe par, qui vient du latin, qui par veut dire complet. Le parfait, c'est quelque chose qui est complètement terminé. Eh bien, le pardon, c'est un don total. C'est une extrême générosité. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on nous a fait, alors le pardon, c'est quand on nous a fait un mal, eh bien, on a un droit légitime à la vengeance. C'est légitime que quand on nous fait un mal, ça serait légitime qu'on donne la réplique. Eh bien, si on pardonne, ça veut dire qu'on prend sur soi et on renonce à notre vengeance. D'ailleurs, dans la Bible, ce mot du pardon a été traduit par « laisser aller ». Il me semble, hein, je parle sous contrôle de Jean-Paul, qui est un théologien qui connaît très très bien. D'ailleurs, on fera une prochaine conférence avec Jean-Paul sur le sens de la vie. La différence entre... Il faut bien voir dans cette affaire la différence entre l'erreur et la faute. Dans l'erreur, on ne fait pas exprès, comme Oedipe, il n'a pas fait exprès de tuer son père, coucher avec sa mère. Et lui, il est de l'ordre de l'excuse et pas du pardon. Alors que quand on fait une faute, là, il y a une conscience, il y a un plan, on a fait exprès, et on est de l'ordre du pardon. Ce que le pardon n'est pas, ce n'est pas un geste de supériorité, ce n'est pas un geste de faiblesse, ce n'est pas l'oubli, et ce n'est pas accepter, c'est accueillir. La différence entre accepter et accueillir, c'est que accepter, ça veut dire que je suis d'accord. Accueillir, ça veut dire que je prends acte de ce qui s'est passé. Pourquoi pardonner? Pour moi, le pardon, c'est en deux étapes. La première étape, c'est justement accueillir ce qu'il s'est passé et refuser la vengeance. Alors, à partir de là, on a une libération. On est libéré de la haine, du ressentiment, de l'esprit de vengeance. Et du coup, on souffre beaucoup moins pour être en paix avec soi-même. C'est pour retrouver la paix intérieure qu'il est bien de faire le pardon. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape qui est optionnelle, c'est que est-ce que je vais revoir l'offenseur? Et pour moi, il n'y a pas obligation de revoir l'offenseur si l'offenseur est toxique. Alors, pour terminer, avant de passer la parole à Sébastien, que je vais parler de la véritable amitié, que j'appelle l'amitié pure. Premièrement, cette amitié est de l'ordre du don. C'est un véritable don, parce qu'on n'est pas dans l'ordre de l'échange. On n'attend rien d'une véritable amitié, en fait. C'est une écoute, et justement, on fait le don de son attention, on fait le don de son écoute, on fait le don de son temps. Avec son ami, on ne compte pas. Et celui qui reçoit l'amitié, lui aussi, il fait le don de la réception de l'amitié qu'on lui donne.
Et l'amitié, en fait, c'est un épanouissement mutuel. Il y a une légèreté dans l'amitié. C'est comme dit Nietzsche à propos de la musique. Il y a une belle phrase. Nietzsche, sans la musique, la vie serait une erreur, une besogne éreintante, un exil. Dans l'amitié, quelque chose nous échappe. Il faut laisser advenir l'amitié, pas être dans le contrôle. D'ailleurs, on ne choisit pas un ami sur des critères. Et bien sûr, on ne choisit pas l'amour sur des critères. Ce n'est pas un calcul. Dans l'amitié, il y a une aspiration commune, deux amis au bien et au savoir. La véritable amitié est fondée en fait sur la vertu. C'est ce qu'on a vu avec les Grecs anciens, Aristote, Cicéron. La vertu, parce que la parole des amis, ça doit être une parole sincère. On a un devoir de dire la vérité à son ami. Encore une citation de Nietzsche. « Ce qui me rend triste, c'est que tu m'aies menti, parce que désormais, je ne pourrai plus te croire. » Si nécessaire, justement, on a un devoir de lui dire la vérité à notre ami, même les vérités les plus dures, au risque de le décevoir. Et d'ailleurs, ça sera justement un défi à sa fidélité. Justement, s'il n'est pas suffisamment fort dans l'amitié, il ne résistera pas. En fait, on souhaite à l'autre ami, d'être ce qu'il est. On l'éveille à son propre être. Aristote, justement, dit à un ami, on dit qu'il faut souhaiter tout ce qui est bon pour lui, pour son être, et être celui qu'il est en propre, c'est-à-dire à développer son véritable être. Et donc l'ami me montre ce que j'ai à être, qui je suis, et tout ça dans une bienveillance, bien sûr. On doit souhaiter tout ce qui est bon pour son ami, pour lui afin qu'il puisse déployer la plénitude de son être. D'ailleurs, on doit vouloir du bien à son ami comme on veut du bien à soi-même. Précepte biblique, aime ton prochain comme toi-même. Donc l'amitié véritable, c'est une relation féconde où chacun guide l'autre dans un chemin de perfection des deux amis. Donc la véritable amitié permet de se déployer, de s'épanouir dans une relation de liberté. L'ami, par sa parole, par son regard, par sa présence, nous libère et nous ouvre en confiance à ce que l'on est. Dans la belle phrase de Nietzsche, que je dis très souvent, « Deviens ce que tu es ». C'est-à-dire que l'ami nous permet de nous épanouir et de devenir ce que l'on est vraiment. Et l'ami nous permet d'être véritablement un être humain. Mais il faut prendre « être » dans le sens du verbe « être », devenir. Parce qu'on a continuellement à être, à faire être son propre être. Nous avons à faire des choix. Alors ça, c'est l'existentialisme. L'existence précède l'essence. On a à être, à chaque moment de sa vie, on a à faire des choix. Alors Sartre, en toute liberté, nous sommes totalement libres et on fera des choix jusqu'au bout. Sur notre lit de mort, on pourra faire un choix. Par exemple, Proust, il ne meurt que quand il a écrit le dernier mot de son grand livre. Il a écrit le mot « fin ». Et Malraux dit que la mort transforme la vie en destin. Donc pour conclure, le merveilleux de l'amitié, c'est que l'ami ouvre l'autre à son propre être et nous ouvre à ce qui est radicalement l'autre. Il nous fait voir que l'autre est un autrui, c'est totalement autre. Et une véritable amitié, c'est une amitié qui est entièrement dédiée à l'être de l'autre, à son épanouissement, et c'est une amitié qui est en vue de la belle éclosion de l'être des deux amis.